Quand Antoine de Valois vit Léa, à genoux, astiquant le sol en marbre du manoir des Valois, quelque chose se brisa en lui. Ce n'était pas de la pitié, ce n'était pas de la gêne, c'était quelque chose de bien plus profond. C'était comme si une partie de son âme, endormie depuis des siècles, se réveillait soudainement. Une voix, qui n'était pas la sienne, murmura très doucement. « Enfin, je t'ai retrouvée, ma princesse. » Il secoua la tête. Il devait travailler trop. Les milliardaires n'ont pas le temps pour des rêveries romantiques avec des femmes de ménage. Mais ses yeux refusaient de se détourner d'elle. Il y avait quelque chose dans sa façon de se mouvoir. Quelque chose dans la courbure de son dos, quelque chose dans la dignité silencieuse avec laquelle elle accomplissait ce travail humiliant, comme si astiquer le sol n'était qu'un déguisement, comme si elle attendait quelque chose, ou quelqu'un. Si vous avez déjà ressenti une connexion instantanée avec un étranger, comme si vous le connaissiez d'une autre vie, cette vidéo va changer tout ce que vous pensez des coïncidences. Le manoir des Valois, perché sur une colline surplombant Bordeaux, construit en 1720, était l'une des propriétés les plus anciennes et les plus prestigieuses de France. Ses jardins s'étendaient sur 3 hectares, ses salons abritaient des œuvres d'art d'une valeur inestimable, et ses caves, eh bien, personne n'en parlait. La famille de Valois avait une règle non écrite depuis des générations. Ce qui est enterré reste enterré. Antoine hérita de tout cela à 28 ans, lorsque ses parents moururent dans un accident de voiture. Maintenant, à 38 ans, il était l'un des hommes les plus riches de France. Il commandait un empire industriel diversifié. Il était craint dans les conseils d'administration, respecté dans les cercles d'affaires, envié dans les chroniques mondaines et complètement seul, 3 mariages ratés, aucun enfant. Aucune connexion véritable avec un autre être humain à part sa tante Isabelle, qui, à 92 ans, vivait dans l'aile est du manoir, comme une relique vivante d'un autre temps. Elle était la seule personne au monde qu'Antoine aimait, et aussi la seule qu'il craignait. Léa Dubois arriva au manoir un lundi matin. Elle avait 29 ans, un fils de 4 ans nommé Miguel, et une histoire que personne n'avait pris la peine de lui demander. L'agence de placement l'avait envoyé en remplacement temporaire. La précédente femme de ménage avait démissionné soudainement, prétendant avoir vu des choses étranges dans le manoir, des ombres qui se déplaçaient seules, des murmures dans des langues inconnues, et une sensation constante que quelqu'un l'observait depuis les portraits anciens accrochés au mur. Léa ne croyait pas aux fantômes, elle croyait à l'argent, et le manoir des Valois payait le triple du marché. Avec ce salaire, elle pourrait enfin sortir Miguel de sa chambre de bonne où il vivait et lui offrir un avenir digne. Fantôme ou pas, elle était prête à affronter n'importe quoi pour son fils. Durant la première semaine, elle apprit la routine, se réveiller à 5 heures, préparer le café, nettoyer les salons principaux avant qu'Antoine ne descende à 8 heures, ne jamais le regarder directement dans les yeux, ne jamais parler à moins qu'on ne lui pose une question, ne jamais, sous aucun prétexte, entrer dans l'aile et où vivait tante Isabelle, ou dans les caves. Antoine l'ignora complètement pendant les premiers jours. Elle était invisible pour lui, comme toutes les autres employées, juste une pièce de plus dans l'engrenage qui maintenait sa vie en marche. Il passait devant elle sans même enregistrer sa présence. Jusqu'à ce jeudi-là, il pleuvait fort, un de ces orages diluviens qui transforment Bordeaux en Venise pendant quelques heures. Antoine travaillait dans son bureau lorsqu'il entendit un bruit venant de la cuisine, un cri étouffé, le son de quelque chose qui se brise, et puis le silence. Il ne savait pas pourquoi il s'était levé. Il ne savait pas pourquoi ses pieds l'avaient emmené si vite là-bas. Il ne savait pas pourquoi son cœur battait comme si sa vie dépendait de ce qu'il allait trouver. Quand il arriva dans la cuisine, il vit Léa, tenant sa main droite contre sa poitrine, de l'eau bouillante, la bouilloire par terre, et des larmes silencieuses coulant sur son visage, tandis qu'elle se mordait la lèvre pour ne pas crier de douleur. N'importe quel autre patron aurait appelé la gouvernante, aurait ordonné qu'on l'emmène à l'hôpital, serait retourné à son bureau sans une seconde pensée. Mais Antoine fit quelque chose qui les surprit tous les deux. Il prit sa main
À l'instant où ses doigts touchèrent la peau brûlée de Léa, le monde s'arrêta, littéralement s'arrêta. Le bruit de la pluie disparut, la lumière sembla changer, et pendant une fraction de seconde, peut-être moins, Antoine vit quelque chose d'impossible. Il vit des chaînes de fer épaisses et rouillées. Il vit des poignets marqués par le métal. Il vit du sang sombre coulant sur une peau mate, et il entendit une voix, sa propre voix, mais différente, avec un accent qu'il ne reconnaissait pas, disant « Je vais te libérer, je te le promets, même si je dois mourir en essayant ». Léa retira sa main comme si elle avait reçu une décharge électrique. Ses yeux, habituellement baissés et soumis, croisèrent les siens pour la première fois. Et Antoine vit quelque chose dans ce regard qui le glaça jusqu'aux os, de la reconnaissance. Pas le genre de reconnaissance de quelqu'un qu'on a rencontré à une fête, le genre de reconnaissance de quelqu'un qui retrouve quelqu'un qu'il a cherché toute sa vie, ou pendant plusieurs vies. « Vous avez vu aussi, n'est-ce pas ?» murmura-t-elle. Ce n'était pas une question. Antoine recula d'un pas, puis d'un autre. Son esprit rationnel criait que c'était de la folie, qu'il était épuisé, qu'il avait besoin de vacances, qu'il développait probablement une sorte de crise psychotique causée par le stress professionnel. Les milliardaires n'ont pas de vision. Les milliardaires ne ressentent pas de connexion mystique avec des femmes de ménage. Les milliardaires sont des hommes pratiques qui construisent des empires et comptent des chiffres. « Qu'est-ce que c'était que ça ?» demanda-t-il. Mais sa voix était tremblante. « Rien. Monsieur de Valois, désolé pour le dérangement, je vais nettoyer. » Et ainsi, aussi vite que cela avait commencé, le moment passa. Léa redevint invisible. Antoine retourna à son bureau, mais quelque chose avait changé. Quelque chose avait été réveillé. Et tous les deux savaient, même sans l'admettre, que leur vie ne serait plus jamais les mêmes. Si cette histoire vous remue déjà d'une certaine manière, sachez que nous n'avons même pas encore commencé à effleurer la surface. Ce qui va suivre va vous laisser sans voix. Dans les semaines qui suivirent, Antoine fit quelque chose qu'il n'avait jamais fait auparavant. Il commença à observer une employée. Pas de manière inappropriée, se justifiait-il. Juste de la curiosité professionnelle. Il était un homme d'affaires. Analyser les gens faisait partie de son travail. Il essayait juste de comprendre pourquoi cette femme en particulier provoquait en lui des sensations si étranges. Mais plus il l'observait, plus il était perturbé. Léa se déplaçait dans le manoir, comme si elle connaissait chaque recoin. Elle savait exactement où chaque objet devait se trouver, même ceux que personne n'utilisait plus depuis des décennies. Elle évitait certains endroits du sol, comme s'il y avait quelque chose qui la gênait. Et un jour, Antoine l'a surprise, fixant un portrait ancien dans la galerie, avec une expression qui ne pouvait être décrite que comme de la nostalgie. Le portrait représentait une femme inconnue. Il n'y avait aucune plaque identifiant qui elle était. Juste la date dans le coin, 1651. La femme sur le portrait était blanche, européenne, vêtue de vêtements de la noblesse coloniale. Rien à voir avec Léa, mais quelque chose, dans son regard, en fixant cette peinture, a donné à Antoine. Un froid dans le dos. « Vous la connaissez ?» demanda-t-il, apparaissant derrière elle. Léa sursauta, clairement, effrayée. « Non, monsieur, excusez-moi, je ne devrais pas être ici, dans cette aile. Je vais retourner au travail. »« Qui est-ce » insista Antoine, pointant le portrait. « Je ne sais pas, monsieur. Je ne connais pas l'histoire de votre famille. » Elle mentait. Antoine savait reconnaître les mensonges. Il avait construit un empire sur la capacité de détecter quand quelqu'un n'était pas honnête, mais il décida de ne pas insister. Pas encore. Cette nuit-là, il alla au bureau du manoir des Valois, où se trouvaient les archives historiques de la famille. Les de Valois étaient obsédés par la généalogie. Chaque naissance, mariage et décès étaient documentés dans des livres qui remontaient à l'arrivée de la famille en France, au XVIIe siècle. Antoine ne s'était jamais intéressé à ça avant. L'histoire était pour les professeurs et les archéologues. Il était un homme du présent et du futur, mais maintenant, il voulait savoir. Il avait besoin de savoir,
Il passa des heures à feuilleter des documents jaunis, des journaux intimes poussiéreux, des lettres décolorées par le temps, et à un moment donné, vers minuit, il trouva quelque chose qui fit geler son sang. C'était une liste de propriétés de la famille, datée de 1650. Et entre les chevaux, les terres et le bétail, il y avait une autre catégorie, une catégorie qu'Antoine savait exister dans l'histoire de France, mais qu'il n'avait jamais confrontée directement dans l'histoire de sa propre famille. Esclaves. La liste contenait 27 noms, 27 êtres humains, qui étaient traités comme des propriétés par ses ancêtres. Antoine sentit la nausée, la colère, la honte, tout en même temps, sa fortune, son manoir, et tout ce qu'il était avait été construit, littéralement, sur les corps de personnes esclavagisées. Et alors, il vit un nom sur la liste qui fit arrêter son cœur. Léa, c'était là, écrit à l'encre marron délavée. Léa, acquise en 1649, origine, Côte d'Afrique, âge estimé, 17 ans, marque, couronne sur la nuque, observation, dit être princesse, valeur, très élevée. Antoine relut cette ligne une dizaine de fois. Ça devait être une coïncidence. Léa était un nom commun. La marque de la couronne était... Eh bien, il ne savait même pas si la Léa du présent avait une marque. Il se laissait emporter par son imagination. Mais alors, une autre entrée attira son attention. Plus bas, sur la même liste. Jean, né sur la propriété en 1632, âge, 18 ans, observation, rebelle, a tenté de s'échapper en 1648, puni de 50 coups de fouet. Attention particulière, en raison de la liaison avec l'Africaine Léa, Antoine lâcha le document, comme s'il était en flammes. C'était trop, c'était insensé, c'était impossible. Il était en train de lire sur des personnes qui avaient vécu il y a presque 400 ans. Des personnes qui, par hasard, avaient les mêmes noms que lui et la femme de ménage, qui travaillait chez lui. Coïncidence. Seulement une coïncidence. Mais une voix à l'intérieur de lui, la même voix qui avait murmuré « Enfin je t'ai retrouvée, ma princesse », ce premier jour, maintenant murmurait autre chose. Tu sais que ce n'est pas une coïncidence. Tu l'as toujours su. Tu as juste eu peur de t'en souvenir. Antoine ne dormit pas cette nuit-là, ni les nuits suivantes. 3 jours plus tard, quelque chose se produisit qui changea tout. C'était tard dans la matinée. Antoine travaillait dans son bureau quand il entendit des voix venant de l'aile est, des voix hautes, agitées. L'une d'elles était définitivement celle de sa tante Isabelle. L'autre, il ne la reconnaissait pas immédiatement. Mais il y avait quelque chose de familier. Dedans, quand il arriva à l'aile est, il trouva une scène qu'il n'aurait jamais espéré voir. Tante Isabelle était debout, ce qu'elle faisait rarement, sans aide, à 92 ans. Ses yeux, normalement troubles avec l'âge, étaient écarquillés et fixés. Et dans ses mains tremblantes, il y avait un médaillon ancien qu'Antoine n'avait jamais vu auparavant. Mais le plus choquant était la personne que tante Isabelle regardait. Léa, la femme de ménage, était debout, à la porte de l'aile est, clairement, aussi confuse qu'Antoine. Elle tenait un seau et un chiffon. Elle était probablement entrée par erreur, pensant qu'il était permis de nettoyer là. Son visage montrait du regret et la peur d'avoir enfreint une règle. Mais tante Isabelle ne semblait pas en colère. Elle semblait terrifiée et fascinée, et quelque chose d'autre, qu'Antoine ne parvenait pas à identifier. « C'est impossible !» La voix de la vieille dame sortit tremblante. « C'est complètement impossible. Tu ne peux pas être ici. Tu aurais dû mourir. Tu es morte. J'ai vu les registres. J'ai lu l'histoire. Tu es morte en 1650. » Tante Isabelle, de quoi parlez-vous? Antoine s'approcha, inquiet. « Regarde là !» Tante Isabelle pointa Léa. « Regarde là, avec attention, regarde son cou, la marque de la couronne. C'est elle, c'est la princesse, revenue après toutes ces années. » Et avant que quiconque ne puisse réagir,
Tante Isabelle tituba et s'évanouit, dans les bras d'Antoine, tenant toujours le médaillon ancien, comme si sa vie en dépendait. Dans le silence qui suivit, Antoine regarda Léa, et pour la première fois, il regarda vraiment, et il vit ce que sa tante Isabelle avait vu. Là, sur la nuque de Léa, partiellement couverte par ses cheveux attachés, il y avait une tache de naissance, une marque, dans une forme inconfondible, une couronne, la même forme décrite dans les documents de 1650, la marque de la princesse africaine, la marque qui identifiait Léa comme une royauté dans sa terre natale, avant d'être capturée et asservie. La même marque qui était maintenant sur la peau d'une femme de ménage qui nettoyait le manoir, construit sur le lieu où ses ancêtres ont été maintenus en captivité. Antoine sentit le sol disparaître sous ses pieds. Le monde, tel qu'il le connaissait, s'effondrait, et à sa place, surgissait quelque chose de beaucoup plus grand, de beaucoup plus ancien et de beaucoup plus effrayant que n'importe quelle affaire qu'il ait jamais affrontée. Parce que certaines vérités ne peuvent pas être ignorées, certaines dettes ne peuvent pas être payées avec de l'argent, et certaines âmes ne se reposent pas tant qu'elles n'ont pas trouvé ce qu'elles cherchent depuis des siècles. Qu'est-ce que vous feriez à la place d'Antoine? Auriez-vous le courage de découvrir la vérité? Ou préféreriez-vous vivre dans l'ignorance? Commentez votre réponse ci-dessous. Tante Isabelle a été emmenée dans sa chambre. Le médecin de famille a été appelé. Antoine a passé la nuit à côté de son lit, espérant qu'elle se réveillerait, ayant besoin de réponses que seule elle pouvait donner. Léa a été renvoyée pour une semaine. Congé payé, lui a-t-on dit. Antoine ne pouvait pas la regarder. Il ne pouvait pas être dans le même environnement sans sentir que le sol allait céder sous ses pieds. Il avait besoin de temps pour digérer, du temps pour comprendre. Il était temps de décider si Antoine sombrait dans la folie ou si l'impossible était, d'une certaine manière, réel. Mais la distance n'aidait pas. Au contraire, plus il passait de temps loin de Léa, plus Antoine pensait à elle, rêvait d'elle. Des rêves tellement vivants qu'il se réveillait en sueur, les larmes aux yeux, et avec des mots dans une langue inconnue, au bout de la langue. Dans ses rêves, il n'était pas milliardaire, il était jeune, fort. Sa peau était plus sombre, tannée par le soleil. Son dos portait des cicatrices de fouet, et ses yeux, toujours ses yeux, étaient fixés sur une femme d'une beauté époustouflante, qui travaillait dans les champs, mais marchait comme une reine. Elle s'appelait Léa, et elle était tout. C'est impossible. Antoine se répétait cela chaque fois qu'il se réveillait. Je suis un homme d'affaires. Je ne crois pas aux vies passées. Je ne crois pas aux âmes sœurs. Je ne crois à rien qui ne puisse être prouvé devant un tribunal ou dans un tableur Excel. Mais alors, pourquoi son cœur battait-il si fort quand il pensait à elle? Pourquoi ressentait-il une culpabilité écrasante quand il se souvenait de la marque de couronne sur la nuque de Léa? Pourquoi, chaque fois qu'il fermait les yeux, voyait-il des chaînes, du sang et une promesse faite à l'aube? Je vais te libérer, même si je dois mourir en essayant. Le troisième jour, tante Isabelle s'est enfin réveillée. Elle était faible, mais lucide, et quand elle a vu Antoine assis à côté de son lit, la première chose qu'elle a dite a été « Tu as trouvé les documents, n'est-ce pas? Tu sais, à propos de l'Antoine de 1650, à propos de la princesse. » Antoine déglutit péniblement. « Tante, que sais-tu à ce sujet? »« Tout, mon petit, je sais tout. Il est temps que tu saches aussi. Mais promets-moi une chose d'abord. Promets-moi que ce que je vais te raconter ne te fera pas fuir. Promets-moi que cette fois, tu feras différemment. Promets-moi que tu ne répéteras pas l'erreur. » « Quelle erreur, tante? De quoi parles-tu » Tante Isabelle ferma les yeux pendant un long moment. Quand elle les rouvrit, des larmes les inondaient. « Apporte le coffre, dit-elle. Le coffre qui est dans mon placard, celui que personne n'a jamais ouvert. L'heure est venue. » Antoine n'avait jamais vu le coffre auparavant. Il était petit, en bois sombre, avec des ferrures de métal oxydées par le temps. Il devait avoir au moins 200 ans, peut-être plus.
Quand il le posa sur le lit de tante Isabelle, ses mains tremblaient. « Ce coffre, commença tante Isabelle, se transmet de mère en fille dans ma famille depuis des générations. Ma mère me l'a donné, sa mère le lui a donné, et ainsi de suite, en remontant jusqu'à 1651. Sais-tu ce qu'il y a à l'intérieur » Antoine secoua la tête. L'histoire véritable de la famille de Valois, l'histoire qui n'a jamais été racontée, l'histoire qui explique pourquoi ce manoir est maudit, pourquoi aucun de Valois ne parvient à être heureux en amour, pourquoi nous portons tous une culpabilité que nous ne savons pas nommer. Tante Isabelle ouvrit le coffre avec une clé qu'elle portait à un collier caché sous ses vêtements. À l'intérieur, il n'y avait qu'un seul objet, un journal relié en cuir, avec des feuilles jaunies et une écriture élégante, mais délavée. Ce journal, continua tante Isabelle, a été écrit par Catherine de Valois, épouse du premier patriarche de la famille, la femme du portrait que ta femme de ménage regardait, et il raconte l'histoire de deux esclaves qui ont changé pour toujours le destin de cette maison. Antoine prit le journal avec respect. Les pages étaient fragiles, certaines illisibles, mais au fur et à mesure qu'il commençait à lire, le monde autour de lui disparaissait. Il n'existait plus que cette histoire, cette vérité, cette horreur. Le journal racontait qu'en 1649, un navire négrier était arrivé au port de Bordeaux avec une cargaison spéciale. Parmi les esclaves, il y avait une jeune femme différente. Elle ne baissait pas les yeux, ne courbait pas la tête, même enchaînée, même blessée, même ayant tout perdu. Elle conservait une dignité qui effrayait les marchands. Quand ils lui demandèrent qui elle était, elle répondit dans un français étonnamment bon « Je suis Léa, fille du roi Obafemi, du royaume d'Oyo. Je suis une princesse. Et un jour, quand mon peuple saura ce que vous avez fait, il ne restera pas pierre sur vos terres. » Les marchands rirent. Ils la vendirent à un prix élevé à la famille de Valois. Et c'est ainsi que la princesse Léa arriva à la ferme qui deviendrait un jour le manoir où Antoine vivait maintenant. Catherine de Valois, l'épouse du patriarche, fut fascinée par la nouvelle esclave. Elle n'avait jamais vu quelqu'un avec autant de présence, autant d'intelligence, autant de force intérieure, contre la volonté de son mari. Elle traita Léa avec une gentillesse inhabituelle. Elle lui permit de travailler à l'intérieur de la maison, au lieu des champs, lui enseigna à lire et à écrire mieux, et petit à petit, développa pour elle une affection qu'elle ne savait pas nommer. Mais Catherine remarqua aussi autre chose. Elle remarqua les regards entre Léa et un esclave né sur la propriété, un jeune homme appelé Antoine, fort, intelligent, rebelle. Il avait déjà tenté de s'échapper une fois et portait les cicatrices sur le dos. Mais ses yeux brillaient d'une manière différente quand il regardait la princesse africaine. Et les yeux d'elle faisaient la même chose. Antoine arrêta de lire. Ses mains tremblaient tellement qu'il pouvait à peine tenir le journal. « Continue, dit tante Isabelle. Tu dois savoir le reste. » Les pages suivantes du journal décrivaient ce que Catherine avait vu au fil des mois. Les rencontres secrètes entre Léa et Antoine, les conversations chuchotées dans les coins sombres, les promesses faites sous la lune, et finalement, la décision qui scellerait le destin des deux. Antoine avait planifié une fuite, il connaissait des sentiers secrets à travers les bois, il avait des contacts dans des communautés d'esclaves en fuite lointaine. S'il parvenait à y arriver, ils seraient libres, ils pourraient vivre ensemble, construire une vie, avoir des enfants, être des humains au lieu de propriété. La fuite fut prévue pour la nuit de la nouvelle lune. Catherine découvrit par accident, en entendant une conversation qu'elle ne devait pas entendre, et elle fut confrontée à un dilemme impossible. Dénoncer les esclaves signifiait les condamner à mort. Rester silencieuse signifiait trahir son mari. Elle choisit le silence. Mais quelqu'un d'autre savait, quelqu'un qui n'eut pas la même compassion. Les fugitifs furent capturés avant d'atteindre les bois, ramenés en chaîne. Et ce qui se passa ensuite fit que Catherine de Valois porta la culpabilité pour le reste de sa vie. Antoine fut exécuté dans la cour centrale de la ferme.
devant tous les autres esclaves, devant Léa. Ils la forcèrent à regarder pendant que l'homme qu'elle aimait était torturé et tué lentement. Et quand tout fut fini, quand le corps d'Antoine gisait sur le sol trempé de sang, Léa regarda le patriarche de Valois et dit des mots qui seraient retenus pendant des générations. « Vous avez tué son corps, mais son âme est mienne, et nous reviendrons autant de fois qu'il le faudra. Et quand nous reviendrons, les rôles seront inversés. Je jure par ma lignée royale, je jure par le sang de mes ancêtres. Ce que vous avez fait ici aujourd'hui sera payé, même si cela prend 1000 ans. » 3 jours plus tard, Léa était morte. Ils dirent que c'était la fièvre. Mais Catherine savait la vérité. Elle était morte de douleur, le cœur brisé, refusant de vivre dans un monde sans Antoine. Et depuis lors, la malédiction commença. Antoine laissa tomber le journal. Il pleurait. Il ne savait pas quand cela avait commencé, mais des larmes coulaient sur son visage sans qu'il puisse les contrôler. « Vous comprenez maintenant ?» demanda tante Isabelle. « Vous comprenez ce qui se passe ?»« Je suis lui, » murmura Antoine. « Je suis l'Antoine de 1650. Et Léa, la jeune femme, elle est la princesse. Oui, vous êtes revenu. Après presque 400 ans, vous êtes finalement revenu. Et maintenant, la question est, allez-vous faire différemment cette fois? Ou allez-vous répéter la même erreur que votre famille répète depuis des générations? Quelle erreur! Tante Isabelle serra la main de son petit-fils avec une force surprenante pour son âge. Nier, fuir, avoir peur. Chaque génération de Valois depuis 1650 a rencontré quelqu'un comme ça. Une connexion inexplicable. Une âme qu'il reconnaissait sans savoir pourquoi. Et chaque génération a fait la même chose. Reculer, rationaliser, choisir le commode au lieu du véritable. Et la malédiction a continué. Les mariages malheureux, les cœurs vides, la richesse qui n'apporte jamais la paix. Et votre mari, tante Isabelle, mes parents, eux aussi. Mon mari m'aimait, interrompit tante Isabelle. Mais il y avait une autre, une femme simple qui travaillait dans le vignoble voisin. Il ressentait quelque chose pour elle qu'il n'a jamais ressenti pour moi. Je l'ai vu dans son regard, mais il a choisi le nom, le statut, la fortune. Et il est mort malheureux, comme ton père, comme tous. Mais je ne suis pas un esclave maintenant. Et Léa n'est plus une princesse. Les rôles sont inversés, exactement comme elle l'avait prédit. Exactement, sourit tante Isabelle. Alors peut-être que c'est la chance de briser le cycle. Peut-être que l'univers vous donne enfin l'opportunité de faire différemment. La question est, avez-vous le courage? Antoine resta silencieux pendant un long moment. Tout ce qu'il croyait sur le monde, sur lui-même, sur la réalité, était remis en question. Il était un homme pratique, un homme de chiffres et de contrats, pas de prophéties et de malédictions, mais les rêves, les visions, la marque de couronne, le journal de 1650, le nom identique. Tout s'emboîtait d'une manière qui ne pouvait pas être une coïncidence. Et il y avait quelque chose d'autre, quelque chose qu'il ne pouvait nier même en le voulant, depuis le moment où il a vu Léa à genoux sur ce sol en marbre. Antoine de Valois a su que sa vie ne serait plus jamais la même. Il a su qu'il avait trouvé quelque chose qu'il cherchait depuis longtemps, peut-être depuis des vies entières. La question n'était pas de savoir s'il y croyait. La question était de savoir s'il avait le courage d'accepter « Je dois la voir », dit-il finalement. « Je dois lui parler. » Tante Isabelle acquiesça. « Mais avant, il y a encore une chose que tu dois voir. Quelque chose qui prouvera une fois pour toutes que c'est réel. Quelque chose qui est caché dans ce manoir depuis des siècles. Quelque chose que moi-même, je n'ai jamais eu le courage de chercher. Quoi? Les caves. L'endroit où ils étaient détenus. L'endroit où Antoine a été exécuté. Tout y est encore. Les chaînes, les entraves. Et on dit qu'il y a aussi autre chose. Quelque chose que Catherine a caché après leur mort. Quelque chose qu'elle n'a pas eu le courage de détruire. Antoine sentit un frisson parcourir son échine. Les caves, la seule partie du manoir qui était toujours verrouillée, la seule zone que même les employés étaient interdits de nettoyer.
Qu'est-ce que Catherine a caché là-bas? Tante Isabelle baissa les yeux. Le portrait, elle a commandé un portrait de Léa avant qu'elle ne meure, en secret de son mari. Elle voulait préserver l'image de cette femme extraordinaire qui avait touché sa vie d'une manière qu'elle n'a jamais pu expliquer. Et avec le portrait, elle a caché autre chose. Quelque chose qui appartenait à Antoine. Quelque chose qu'il portait quand il est mort. Antoine sentit son cœur s'accélérer. Qu'est-ce que c'était? Un collier. Avec un pendentif en forme de couronne, il l'a fait pour Léa, de ses propres mains. C'était pour le lui donner le soir de leur fuite. Le symbole qu'elle serait toujours sa reine, même dans un monde qui la traitait comme une esclave. Antoine se leva avant même de réaliser ce qu'il faisait. « Où est la clé des caves ?» Tante Isabelle sourit. Un sourire triste mais plein d'espoir. « Dans le coffre, dit-elle. Avec le journal, elle attend depuis presque 400 ans. Peut-être qu'il est temps d'ouvrir enfin cette porte. Si vous étiez à la place d'Antoine, descendriez-vous dans les caves ? Ou auriez-vous trop peur de ce que vous pourriez y trouver? Commentez votre réponse maintenant, parce que ce qui va suivre va vous choquer. L'escalier menant aux caves était en pierre, antique, usé par des siècles d'utilisation. Antoine descendit chaque marche en sentant le poids de l'histoire sous ses pieds. L'air devenait plus froid à chaque pas, plus dense, comme si le temps lui-même était comprimé dans cet espace souterrain. Quand il arriva au bas de l'escalier, il eut besoin d'un moment pour que ses yeux s'adaptent à l'obscurité. Et alors, il vit. Les chaînes étaient toujours là, attachées au mur de pierre, rouillées mais intactes. Des anneaux de métal qui avaient autrefois emprisonné des êtres humains comme s'ils étaient des animaux. Des entraves qui ont marqué les poignets et les chevilles de personnes qui ont commis le crime d'avoir la peau foncée. Antoine eut envie de vomir. Sa fortune, son manoir, son nom de famille, tout cela avait été construit sur l'esclavage, sur la souffrance, sur la mort de personnes qui méritaient de vivre libres. Il l'avait toujours su en théorie. Tout Bordelais avec un minimum d'éducation connaissait l'histoire de l'esclavage. Mais une chose était d'en lire sur des livres. Une autre chose, complètement différente, était d'être sur le lieu où cela s'était produit. Toucher les chaînes qui avaient autrefois emprisonné une princesse africaine. Respirer l'air d'un endroit où son ancêtre a été exécuté. Après avoir vu tout cela, certaines personnes vont devoir mettre la vidéo en pause, avoir besoin de traiter, et tout va bien. Ce qui est révélé ici change tout ce que vous pensiez sur la justice, le karma et le poids que nous portons de vie passée. Antoine marcha dans les caves avec des pas hésitants. Il cherchait le portrait, il cherchait le collier, il cherchait toute preuve supplémentaire que tout cela était réel. Et alors, il trouva, derrière un faux mur, caché par une pile de vieilles caisses, il y avait un passage. Antoine dut utiliser la force pour déplacer les caisses, dut arracher les briques qui étaient descellées. Et quand il a finalement ouvert suffisamment d'espace pour entrer, sa respiration s'arrêta. C'était une petite pièce secrète, peut-être 3 mètres sur 3, et sur les murs, couverts de toiles d'araignée et de poussière de siècles, se trouvaient des trésors qu'aucun argent ne pourrait acheter. Le portrait était là, exactement comme tante Isabelle l'avait décrit. C'était Léa, la Léa de 1650, peinte à l'huile sur toile, avec des vêtements simples d'esclave, mais une posture de reine. Ses yeux semblaient vivants, semblaient regarder directement Antoine à travers les siècles, et il reconnut ses yeux. C'étaient les mêmes yeux que Léa Dubois, la jeune femme qui nettoie son manoir. La ressemblance était absolue. Non, ce n'était pas une ressemblance. C'était identique, la même personne, le même esprit, la même âme, seulement dans des corps différents, séparés par près de 400 ans. Antoine tomba à genoux devant le portrait. Il ne pouvait plus feindre. Il ne pouvait plus rationaliser. Il ne pouvait plus nier ce que ses yeux voyaient, ce que son cœur ressentait, ce que son âme avait toujours su. Il était Antoine. Elle était Léa. Et d'une façon impossible, miraculeuse, terrifiante et magnifique. Ils étaient revenus, mais il y avait plus dans la pièce secrète. Sur une table de bois rongée par le temps, dans une boîte d'ivoire, se trouvait le collier. Le collier que le premier Antoine avait fait de ses propres mains,
le collier avec le pendentif en forme de fleur de lys, le symbole d'un amour qui transcendait la mort. Antoine prit le collier avec des mains tremblantes. Le métal était noirci par le temps, mais toujours intact. Et au moment où ses doigts touchèrent le pendentif, cela se produisit. Le monde disparut. Antoine n'était plus dans les caves. Il était dans un champ de blé. Le soleil était brûlant. Sa peau était couverte de sueur. Son dos le brûlait à cause de cicatrices récentes. Et ses yeux étaient fixés sur une femme qui travaillait à quelques mètres de distance. Léa. Elle était vêtue de vêtements simples. Ses cheveux étaient attachés sous un foulard. Ses mains étaient écorchées par le travail. Mais quand elle leva les yeux et le vit, un sourire illumina son visage. Un sourire qui disait tout, qui disait « Je t'aime », qui disait « Tu es ma raison de vivre », qui disait « Où que tu sois, c'est là que je veux être ». Antoine ou Antoine, il ne savait plus qui il était, marcha vers elle, tendit la main, toucha son visage, et les mots vinrent, dans une langue qu'il n'avait jamais parlée, mais que son âme connaissait depuis toujours. Ma reine, ma vie, ma raison d'être. Je jure par tout ce qui est sacré que je vais te libérer. Je vais t'emmener loin d'ici. Je vais te donner la vie que tu mérites. Ou je mourrai en essayant. Léa prit sa main et la porta à ses lèvres. Je sais que tu le feras. Je sais pourquoi mon âme reconnaît la tienne. Nous avons été un seul esprit qui a été divisé en deux corps. Et peu importe ce qui arrive, peu importe combien de temps passe, nous nous retrouverons toujours, dans chaque vie, dans chaque monde, pour toute l'éternité. La vision changea. Maintenant, Antoine était dans la cour centrale du domaine. C'était la nuit. Il y avait des torches allumées. Et il était agenouillé sur le sol, les mains liées derrière le dos, regardant l'homme qui tiendrait le fouet. Il savait ce qui allait se passer. Il savait que c'était la nuit de la tentative de fuite. Il savait qu'ils avaient été capturés. Il savait qu'il allait mourir. Et même ainsi, même en regardant la mort en face, sa seule pensée était pour Léa. Où était-elle? Était-elle en sécurité? Allait-il la blesser aussi? Alors il la vit. Forcé d'assister, deux hommes retenant ses bras, des larmes coulant sur son visage, et il fit la seule chose qu'il pouvait faire. Il la regarda dans les yeux, sourit, et dit, avec la voix la plus calme qu'il pouvait, « Je te retrouverai, dans une autre vie, dans un autre corps, dans un autre temps, je le jure, et quand je te retrouverai, les rôles seront inversés. Je serai libre, tu seras libre. Et enfin nous serons ensemble comme nous aurions toujours dû l'être. » Le premier coup de fouet lacéra son dos. Antoine cria. Il ne savait pas si c'était à cause de la douleur physique ou de la douleur du souvenir. Il ne savait pas s'il était dans le passé ou dans le présent. Il savait seulement qu'il ressentait tout. Chaque coup, chaque coupure, chaque moment d'agonie que son ancien lui avait vécu. Et alors, par bonheur, la vision se termina. Antoine était de retour dans les caves, allongé sur le sol froid de pierre, le collier toujours dans sa main, et des larmes coulant sur son visage sans cesse. Maintenant il savait, il ne croyait pas, il ne spéculait pas. Il savait avec la certitude absolue de quelqu'un qui avait vécu cela. Il était Antoine, il avait aimé Léa, il était mort pour elle, et maintenant, près de 400 ans plus tard, il avait la chance de tenir la promesse qu'il avait faite. Les rôles étaient inversés, exactement comme il l'avait prophétisé cette nuit terrible. Il était riche, elle était pauvre, il était libre, elle travaillait pour survivre, et l'univers, dans sa justice cosmique parfaite, leur donnait l'opportunité de réécrire l'histoire. Mais d'abord, il devait la retrouver, il devait la regarder dans les yeux, il devait savoir si elle aussi se souvenait, si elle aussi ressentait, si elle aussi l'attendait. Antoine se leva difficilement, rangea le collier dans sa poche, sortit des caves sans regarder en arrière, monta les escaliers en silence, et quand il arriva dans le hall principal du manoir, il s'arrêta. Léa était là, debout à l'entrée du manoir, avec une petite valise à la main et un regard qui disait qu'elle savait exactement pourquoi elle avait été rappelée avant la fin de son congé. « Vous êtes descendu aux caves, dit-elle. Ce n'était pas une question.
Je suis descendu, et vous avez vu. J'ai tout vu. Silence. Un silence chargé de siècles, d'attente, de douleur, d'espoir. Alors Antoine fit quelque chose qu'aucun de Valois n'avait fait depuis 400 ans. Il marcha vers Léa, s'agenouilla devant elle, sortit le collier de sa poche et le tendit vers elle. « Ceci est à vous, dit-il. Cela l'a toujours été. Je l'ai fait pour vous, il y a près de 400 ans. Et maintenant, je vous le remets enfin. » Léa regarda le collier, le pendentif en forme de fleur de lys, et des larmes commencèrent à couler sur son visage. « Vous vous souvenez, murmura-t-elle. Je me souviens de tout, de vous travaillant dans le champ, de vous me souriant, de vous tenant ma main la dernière nuit avant la fuite, de vous pleurant pendant qu'on me voyait mourir. Je me souviens de chaque seconde, et je me souviens de la promesse que j'ai faite. » Quelle promesse! Antoine leva les yeux et rencontra les siens, les mêmes yeux, la même âme, le même amour qui avait survécu à la mort, au temps et à l'injustice d'un monde qui traitait les êtres humains comme une propriété. J'ai promis que je te retrouverais, que quand je te retrouverais, les rôles seraient inversés et que enfin nous pourrions être ensemble. Regarde-nous maintenant, Léa. Regarde où nous sommes. Je suis riche, tu es pauvre, je suis libre. Tu travailles à genoux. Les rôles sont exactement inversés. Et maintenant, la seule question qui reste est: veux-tu que je tienne ma promesse? Veux-tu rester avec moi? Pas comme employé, pas comme subalterne, comme égal, comme ma reine, comme cela aurait toujours dû être. Si vous n'avez pas eu la chair de poule jusqu'à présent, commentez « chair de poule » pour que je sache que vous suivez. Parce que ce qui va suivre est encore plus intense. Léa ne répondit pas immédiatement. Elle prit le collier, passa ses doigts sur le pendentif et pendant un long moment resta silencieuse. Alors elle parla, et ses mots changèrent tout. « J'ai toujours su, dit-elle, depuis l'enfance, j'avais des rêves d'une vie qui n'était pas la mienne, d'un homme qui m'aimait plus que sa propre vie, d'une promesse faite au clair de lune. Et quand je t'ai vu pour la première fois, dans cette cuisine, quand tu as pris ma main, j'ai su que je t'avais enfin retrouvé, j'ai su que mon attente était terminée, j'ai su que tout ce que j'avais traversé, toute cette pauvreté, toute cette lutte, toute cette souffrance, avait servi à me mener jusqu'ici, jusqu'à toi. Mais alors, pourquoi n'as-tu rien dit? Pourquoi as-tu feint de ne pas savoir? Parce que j'avais peur, Antoine, confessa Léa, peur de devenir folle, peur d'être rejetée, peur que tu sois comme les autres. Tu es un milliardaire. Antoine, tu pourrais avoir n'importe quelle femme au monde. Pourquoi choisirais-tu une femme de ménage avec un fils de 4 ans? Pourquoi croirais-tu une histoire d'amour qui traverse les siècles? Parce que cette histoire est la seule chose en laquelle je crois, répondit Antoine. Parce que tout l'argent du monde n'achète pas ce que je ressens quand je te regarde. Parce que j'ai passé 38 ans à chercher quelque chose sans savoir ce que c'était. Et quand je t'ai vu à genoux sur ce sol en marbre, je l'ai trouvé, je t'ai trouvé, j'ai trouvé ma reine, j'ai trouvé la raison pour laquelle mon âme ne trouvait pas le repos. Il se leva, se tint face à elle, si près qu'il pouvait sentir son parfum. Je ne sais pas comment ça marche. Je ne sais pas expliquer comment 2 personnes peuvent se retrouver après la mort. Je ne sais pas si c'est de la magie, ou de la science, ou la volonté de Dieu. Mais je sais que c'est réel. Je sais pourquoi mon cœur bat différemment quand tu es près. Je sais pourquoi mon âme crie ton nom, même quand ma bouche se tait. Je sais pourquoi chaque cellule de mon corps te reconnaît comme la personne que j'ai cherchée pendant toute l'éternité. Léa leva la main et toucha son visage. Je le sais aussi, dit-elle. Je l'ai toujours su. Depuis la première fois que j'ai rêvé de toi, depuis la première fois que j'ai ressenti la douleur de notre séparation en 1650 sans comprendre ce que cela signifiait. Depuis la première fois que j'ai regardé la marque sur ma nuque et senti que c'était plus qu'une simple tache de naissance. La marque, dit Antoine, la marque de la couronne. Léa tourna le dos et écarta ses cheveux. Là, elle était, la marque qui l'identifiait comme une princesse. La marque qui avait traversé les siècles, la marque qui était la preuve physique que certaines choses transcendent la mort.
Antoine toucha la marque avec révérence. Et au moment où ses doigts entrèrent en contact avec sa peau, cela se produisit à nouveau. Une autre vision, mais cette fois, ils virent ensemble. Ils étaient dans une salle luxueuse, murs de pierre, tapis colorés, musique au loin. Et Léa, la Léa de 1650, était vêtue comme la royauté qu'elle était. Une robe élaborée, des bijoux en or et une couronne sur la tête. C'était ma vie. La voix de Léa du présent résonna dans la vision. Avant d'être capturée, avant de devenir esclave, j'étais la fille du roi, j'étais la prochaine sur la ligne de succession. J'allais gouverner mon peuple. Antoine vit la jeune princesse donner des ordres aux serviteurs, vit les conseillers la traiter avec révérence, vit le pouvoir et la dignité qu'elle portait naturellement. Et puis, la vision se transforma en navire négrier. En l'horreur de la traversée, au moment où une princesse fut réduite à marchandise, « J'ai tout perdu », continua la voix de Léa. « Ma famille, mon trône, ma liberté, mon humanité. Mais je n'ai jamais perdu une chose, la certitude de qui j'étais, la dignité qu'aucun fouet ne pouvait arracher, et le rêve qu'un jour, d'une manière ou d'une autre, justice serait faite. » La vision prit fin. Antoine et Léa étaient de nouveau dans le hall du manoir des Valois, se regardant l'un l'autre, tous deux les larmes aux yeux, tous deux tremblants de l'intensité de ce qu'ils avaient de partager. « Justice a été faite, » dit Antoine. « Tu es revenu, je suis revenu. Et maintenant, nous avons la chance de vivre ce qui nous a été refusé. Mais c'est différent maintenant, » répondit Léa. « Dans la vie passée, tu étais esclave comme moi. Maintenant, tu es le Seigneur. Tu as tout le pouvoir, je n'ai rien. Si j'accepte de rester avec toi, les gens vont dire que je suis intéressé, que je suis après ton argent, que je profite de la situation. Qu'ils disent, répondit Antoine sans hésiter. Qu'ils disent ce qu'ils veulent. Je t'ai déjà perdu une fois. Je suis déjà mort sans pouvoir te protéger. J'ai déjà passé 400 ans à attendre cette chance. Tu crois que je me soucie de ce que les autres vont penser? Et ton monde, Antoine? Ta société? Ta famille? Que va dire tante Isabelle? Tante Isabelle va dire « Enfin !» répondit Antoine avec un sourire. Elle a passé toute sa vie à espérer qu'un Valois ait le courage de briser le cycle. Elle savait pour toi, savait pour nous, et elle veut plus que tout que je fasse différemment. Et ton monde, tes affaires, tes amis, mon monde est vide sans toi. Mes affaires ne signifient rien si je reste seul. Et mes amis, eh bien, les vrais comprendront. Les faux partiront. Et je saurai qui est qui. Léa resta silencieuse pendant un long moment. Antoine pouvait voir la lutte dans ses yeux. L'espoir contre la peur, l'amour contre le sens pratique, l'âme ancienne contre les préoccupations modernes. Et puis, elle prit une décision. « Oui, dit-elle, mais pas ici, pas dans ce manoir. Du moins, pas encore. » Antoine fronça les sourcils, confus. « Qu'est-ce que tu veux dire ? » « Ce manoir a été construit sur le sang, » expliqua Léa, « sur la souffrance de mon peuple, sur la mort du premier Antoine. Si nous voulons faire différemment cette fois, si nous voulons vraiment briser le cycle, nous devons transformer cet endroit. Nous devons lui donner un nouveau but. » Quel but? Léa regarda autour d'elle, vers les murs centenaires, vers les portraits des Valois, vers le sol en marbre qu'elle avait elle-même nettoyé à genoux. Un mémorial, dit-elle. Je veux transformer les caves en un mémorial aux esclaves qui ont souffert ici. Je veux que les gens voient les chaînes. Je veux qu'ils lisent l'histoire. Je veux qu'ils sachent ce qui s'est passé. Et je veux qu'ils apprennent, pour que cela ne se reproduise jamais. Antoine resta silencieux pendant un long moment. La proposition était radicale. Cela signifiait ouvrir l'histoire la plus sombre de sa famille au public. Cela signifiait admettre que sa fortune avait été construite sur l'esclavage. Cela signifiait faire face au jugement de tous ceux qu'il connaissait. Mais cela signifiait aussi honorer la mémoire d'Antoine et Léa de 1650. Cela signifiait donner un sens à leur tragédie. Cela signifiait faire ce que personne dans la famille Valois n'avait jamais eu le courage de faire. « Oui, dit-il finalement, tu as raison. C'est le minimum que nous puissions faire. » Léa sourit, un sourire de soulagement, d'espoir, d'amour.
Et il y a encore une chose, dit-elle. Mon fils, Jules, il fait partie de ça. Il fait partie de nous. Si tu veux être avec moi, tu dois l'accepter aussi. Antoine pensa au garçon de 4 ans, à l'enfant qui n'avait jamais connu son père, à la vie difficile qu'il avait menée jusqu'à présent. Et puis, il pensa à quelque chose que tante Isabelle avait dit, à propos de la malédiction, à propos d'aucun Valois n'ayant d'enfant qui hériterait du nom, à propos de la lignée qui semblait maudite. Et si Léo faisait partie de tout ça aussi? Et s'il était la prochaine génération de la promesse? La continuation de l'histoire qui a commencé en 1650? Faites-le venir, dit Antoine. Faites venir Léo habiter ici. Il aura tout ce dont il a besoin. L'école, la sécurité, une famille, et quelque chose qui est peut-être encore plus important, une histoire. Une histoire d'où il vient, de qui sont ses vrais ancêtres, de comment la justice cosmique fonctionne. Tu es sûr? Demanda Léa. Tu me connais à peine? Tu connais à peine mon fils? Et tu offres tout ça? Je te connais depuis 400 ans, répondit Antoine. Je connais ton âme, je connais ton cœur, je connais la femme que tu étais quand tu étais princesse, et je connais la femme que tu es maintenant qui astique le sol pour survivre. Et dans toutes les versions de toi, dans tous les siècles, tu es la personne la plus extraordinaire que j'ai jamais rencontrée. Alors oui, j'en suis sûr, plus sûr que je ne l'ai jamais été de quoi que ce soit dans ma vie. Léa ne dit rien de plus. Elle s'approcha simplement de lui, plaçant ses bras autour de son cou, et pour la première fois en 400 ans, ils s'étreignirent, pas comme patron et employé, pas comme riche et pauvre, mais comme deux âmes qui s'étaient enfin retrouvées après un voyage impossible à travers le temps. Cette histoire ne devrait pas exister, elle ne devrait pas être possible, mais la voilà qui se déroule sous nos yeux, et si vous êtes encore là, à regarder jusqu'à présent, cela signifie que d'une manière ou d'une autre, elle résonne avec vous. Cela signifie que peut-être vous aussi, vous avez quelqu'un là-dehors qui attend de vous retrouver. Dans les semaines suivantes, tout changea. Antoine convoqua une conférence de presse. Devant des journalistes de toute la France, il annonça la découverte des caves du manoir des Valois, montra les chaînes, lut des extraits du journal de Catherine, et révéla l'histoire de la princesse Léa et de l'esclave Antoine qui avait été exécutés là, presque 400 ans plus tôt. La réaction fut mitigée. Certains le félicitèrent pour son courage d'affronter le passé. D'autres le critiquèrent pour avoir exposé la honte de la famille. Et quelques-uns, ceux qui comprenaient vraiment, virent quelque chose de plus profond dans ce geste. Ils virent un homme essayant de faire la paix avec l'histoire. Ils virent une famille essayant de briser une malédiction. Ils virent le premier pas vers une guérison qui prendrait des générations à se compléter. Les caves furent transformées en mémorial. Des architectes, des historiens et des descendants d'esclaves travaillèrent ensemble pour créer un espace de mémoire et de réflexion. Les chaînes furent préservées. Des plaques explicatives furent installées. Et au centre de tout, à une place d'honneur, fut placé le portrait de Léa, la princesse africaine qui n'a jamais perdu sa dignité. Tante Isabelle vécut pour voir l'inauguration. À 93 ans, en fauteuil roulant, elle coupa le ruban qui ouvrait le mémorial au public. Et dans ses mots d'ouverture, elle dit quelque chose que personne n'oublia. Ce manoir a été construit sur des larmes, sur du sang, sur la cruauté d'hommes qui ont traité d'autres hommes comme des animaux. Ma famille a porté cette culpabilité pendant des générations. Mais aujourd'hui, enfin, nous commençons à payer la dette, pas avec de l'argent, pas avec des mots vides, mais avec la vérité, avec la mémoire, et avec la promesse que nous ne permettrons plus jamais que cela se produise. Elle mourut 2 mois plus tard, en paix, sachant que le cycle avait été finalement brisé. Antoine et Léa se marièrent lors d'une cérémonie simple dans le jardin du manoir. Il n'y eut pas de liste d'invités de la haute société. Il n'y eut pas de chronique mondaine, seulement les amis véritables, les employés de la maison qui étaient devenus une famille. Et Léo, le garçon de 4 ans qui avait maintenant un père,
Le collier avec le pendentif couronne fut le cadeau de mariage. Antoine le plaça autour du cou de Léa à l'autel, accomplissant la promesse qu'il avait faite presque 400 ans plus tôt. Et quand les deux échangèrent leurs vœux, les mots qu'ils prononcèrent ne furent écrits par aucun célébrant. Ce furent les mêmes mots qu'ils s'étaient dit l'un à l'autre en 1650, la dernière nuit avant la fuite. Sous la lumière de la lune, le cœur plein d'espoir et l'avenir plein de danger, je suis tien, tu es mienne, dans cette vie et dans toutes celles qui viendront, jusqu'à ce que le dernier soleil s'éteigne et que l'univers revienne au silence. Nos âmes ne font qu'une, et rien, ni la mort, ni le temps, ni l'injustice des hommes, ne nous séparera jamais. Les années passèrent. Léo grandit, apprit l'histoire du manoir, apprit à propos des esclaves qui y travaillèrent, apprit à propos de la princesse Léa et de l'esclave Antoine, et apprit que la justice, même quand elle tarde des siècles, trouve toujours un chemin. À 10 ans, il posa une question qu'Antoine n'oublia jamais. « Papa, si tu étais esclave dans l'autre vie et maman était princesse, cela signifie que moi aussi, j'ai vécu à cette époque ?» Antoine regarda Léa. Elle sourit et acquiesça. « Nous ne savons pas avec certitude, » répondit Antoine. « Mais il y a une théorie, une possibilité que ta grand-tante Isabelle a mentionnée avant de mourir. Elle pensait que tu pourrais être la réincarnation d'un enfant qui n'est jamais né, le fils que Léa et Antoine auraient eu s'ils n'avaient pas été capturés, la prochaine génération de la promesse. Alors je suis en quelque sorte la continuation de l'histoire. D'une certaine manière, oui, tu es la preuve que leur amour a survécu, que la promesse a été accomplie, qu'après 400 ans, ils ont finalement réussi à être ensemble et à avoir la famille qu'ils ont toujours voulu. » Léo réfléchit un moment, puis sourit. « C'est plutôt cool, dit-il. Comme un film. Sauf que c'est vrai. » Antoine rit et ébouriffa les cheveux du garçon. « Oui, c'est exactement comme un film. Sauf que c'est vrai. Et tu en fais partie. Des années plus tard. Quand Antoine avait déjà des cheveux gris et que Léa conservait toujours la posture de reine qu'aucun temps ne pourrait effacer, ils reçurent une visite inattendue. C'était une historienne, une professeure d'université spécialisée dans l'esclavage français. Elle avait passé des décennies à rechercher les registres du trafic d'esclaves et avait trouvé quelque chose d'extraordinaire, des documents du royaume de Dahomey, des registres royaux. L'histoire d'une princesse appelée Léa, fille du roi Agonglo, qui avait été capturée par des trafiquants en 1648 et vendue à des marchands portugais, et avec les documents, une miniature, un petit portrait peint sur ivoire, montrant la princesse avant d'être capturée. Antoine et Léa regardèrent la miniature et virent exactement ce qu'ils s'attendaient à voir. C'était Léa, la même Léa que le portrait dans les caves. La même Léa qui était assise à côté d'Antoine à ce moment-là. Le même visage, la même expression, la même dignité inébranlable. L'historienne était en état de choc. « La ressemblance est impossible, » dit-elle. « Vous pourriez être une descendante directe. Vous pourriez être une parente éloignée. Mais je n'ai jamais rien vu de tel. C'est comme si vous étiez elle. » Léa sourit, un sourire mystérieux, un sourire qui gardait des secrets de siècles. « Peut-être que je le suis, » dit-elle. « Certaines choses défient de la science, certaines connexions transcendent la logique, et certains amours, eh bien, certains amours ne meurent jamais, peu importe le nombre de siècles qui passent. » L'historienne quitta les lieux, perplexe, mais aussi fascinée. Et des années plus tard, lorsqu'elle publia son livre sur l'esclavage au Brésil colonial, elle inclut un chapitre entier sur la princesse Léa et la famille de Valois, sur les chaînes dans les caves, sur le mémorial et sur l'étrange coïncidence d'une femme de chambre portant le même nom et le même visage qu'une princesse d'il y a 4 siècles. Le livre devint un best-seller. L'histoire du manoir des Valois devint célèbre et des milliers de personnes du monde entier vinrent visiter le mémorial, vinrent voir les chaînes, vinrent lire le journal de Catherine, vinrent comprendre comment l'humanité peut être si cruelle
et aussi si capable de rédemption. Et dans le livre d'or, parmi des milliers de commentaires, un en particulier attira l'attention. J'ai toujours su qu'il y avait quelque chose d'autre. J'ai toujours senti que j'avais déjà vécu. Je cherchais toujours quelqu'un sans savoir qui. Après avoir visité cet endroit, après avoir lu cette histoire, je comprends, enfin. Nous ne sommes pas seulement qui nous sommes nés, nous sommes tout ce que nous avons été. Et l'amour, le véritable amour, transcende tout, la mort, le temps, l'injustice. Merci de me montrer que les miracles existent. Antoine lut ce commentaire à Léa par une nuit d'orage. La pluie battait contre les fenêtres du manoir, le tonnerre grondait au loin, et ils étaient assis ensemble sur le canapé de la bibliothèque, comme ils le faisaient tous les soirs depuis des décennies. « Penses-tu que nous avons fait la différence ?» demanda Antoine. « Penses-tu que nous avons vraiment brisé le cycle ?» Léa toucha le collier à son cou, le pendentif en forme de couronne qu'Antoine avait fabriqué de ses propres mains il y a près de 400 ans. « Je pense que... » « Nous avons fait plus que ça, » répondit-elle. « Je pense que nous avons prouvé que la justice cosmique existe, que les promesses faites avec le cœur sont tenues, que peu importe le temps qui passe, l'amour trouve un chemin. Et si nous devions tout recommencer, demanda Antoine, dans une autre vie, dans un autre siècle, le ferais-tu » Léa sourit, le même sourire qu'elle lui avait adressé dans les champs de Cannes en 1650, le même sourire qu'elle lui avait adressé dans le hall du manoir lorsqu'il s'était agenouillé et lui avait offert le collier, le même sourire qui était sa raison d'exister. « Je le ferai 1000 fois, dit-elle, 1 million de fois, autant de vies qu'il faudrait, parce que tu es mon âme et je suis la tienne, et cela ne change pas. Cela ne changera jamais, même si l'univers entier disparaissait et recommençait. » Antoine l'embrassa, un baiser qui contenait des siècles de nostalgie, des décennies d'attente et la certitude absolue que certaines choses sont destinées à arriver. Dehors, la tempête continuait. Les éclairs illuminaient le ciel. Le tonnerre secouait les vieilles pierres. Mais à l'intérieur de cette bibliothèque, à l'intérieur de cette étreinte, il n'y avait que la paix de ceux qui ont enfin trouvé ce qu'ils cherchaient, la paix de ceux qui ont tenu une promesse. Impossible. La paix de ceux qui ont prouvé que l'amour est plus fort que la mort, et dans les caves transformées en mémorial, les chaînes qui avaient autrefois emprisonné des esclaves racontaient maintenant une histoire différente. Non plus de souffrance, non plus d'injustice, mais de rédemption, de transformation, d'espoir, parce que c'est ce que fait le véritable amour. Il transforme les prisons en mémoriaux, il transforme la douleur en apprentissage, il transforme les malédictions en bénédictions, et il traverse le temps. Avez-vous déjà ressenti une connexion inexplicable avec quelqu'un ? Avez-vous déjà regardé dans les yeux d'un inconnu et senti que vous le connaissiez d'une autre vie ? Avez-vous déjà fait un rêve si vivant qu'il vous semblait être un souvenir ? Si la réponse est oui, peut-être que cette histoire est pour vous. Peut-être que vous aussi, vous avez quelqu'un là-bas qui attend de vous retrouver, quelqu'un qui a fait une promesse il y a des siècles, quelqu'un dont l'âme est l'autre moitié de la vôtre. N'abandonnez pas votre recherche, ne laissez pas la peur vous arrêter, ne laissez pas la logique vous convaincre que c'est impossible. Parce que si Antoine et Léa ont appris quelque chose au monde, c'est que les miracles existent. L'amour transcende la mort, et certaines promesses, même si elles prennent 400 ans, sont toujours tenues. Et vous, quelle est votre histoire de connexion impossible ? Quel est l'amour que vous recherchez depuis des vies entières ? Commentez ici. Je veux savoir, j'ai besoin de savoir, parce que chaque histoire mérite d'être racontée, et chaque âme mérite de trouver sa moitié. À la prochaine. Et rappelez-vous, l'univers trouve toujours un chemin.